Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info dans votre 19h et voici les titres de ce samedi 16 décembre. Sol Invictus a fait sensation hier soir au Grimaldi Forum. Ce spectacle, vous allez le voir, est une vraie ode à la danse. Le reportage de José Sacré à ne pas manquer dans ce journal. Vincent Vatrican sera notre invité dans quelques instants. Le directeur de l'Institut audiovisuel nous parlera de la comédie musicale Carmen Jones. Elle sera diffusée demain à 11h, là encore, au Grimaldi Forum. Ensuite, nous irons à la 18e cérémonie de remise des prix littéraires. Elle a eu lieu à la Maison de France. Le Pen Club de Monaco a ainsi décerné hier soir des récompenses à 3 auteurs. Nous avons justement rencontré ces heureux élus. Chaque année, en cette période de cadeaux, de nombreuses familles succombent à l'achat d'un animal. Cependant, quelques semaines après, certains s'aperçoivent que leur mode de vie n'est pas compatible avec celui de leur nouvel ami et s'en débarrassent. C'est le fléau des abandons après les fêtes de fin d'année. Pour lutter contre ce comportement, un Noël des animaux a été organisé au Monte Carlo Bay. Plus d'informations à suivre. Et pour finir, nous vous proposerons ce nouveau numéro de votre chronique des US. Alexandra Pani, notre envoyée spéciale, va vous faire découvrir l'histoire de l'arbre de Noël du Rockefeller Center. Un moment magique vous attend à New York. Mais nous débutons ce journal avec les dernières informations à propos de la garde à vue de Georges Marsan. Le procureur général de Monaco a publié aujourd'hui un communiqué précisant que dans le cadre d'une information judiciaire dont sont chargés les 3 juges d'instruction monégasques, des chefs de corruption active sur un agent public national, corruption passive par un agent public national, trafic d'influence actif et passif, prise illégale d'intérêt par un agent public national et association de malfaiteurs, 6 personnes avaient été placées en garde à vue ce jeudi matin. Et 5 d'entre elles, dont le maire de Monaco, ont été présentées aux magistrats qui les ont inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Je vous rappelle que ces personnes inculpées sont toujours présumées innocentes. Et peu après la diffusion de ces informations, Georges Marsan s'est lui aussi exprimé par voie de communiqué. Il affirme n'avoir jamais profité de sa position et assure que son action s'est toujours inscrite au bénéfice des administrés. Tout autre chose à présent avec des résultats sportifs à vous communiquer. L'AS Monaco FC s'est incliné hier soir 1-0 face à Lyon en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre attendue entre Monaco impressionnant depuis le début de saison et l'OL qui ne comptait qu'un seul et unique succès. Grâce à un but tardif de Jeffinho, les Gones battent donc Monaco et s'offrent une 2e victoire de suite. Une défaite forcément amère pour les Rouges et Blancs qui ont pourtant dominé cette rencontre en se créant plusieurs occasions. Prochain match pour les Monégasques contre Toulouse, ce mercredi 20 janvier, coup d'envoi à 21h. Et décidément, c'est vrai, ce n'était pas la soirée pour les équipes monégasques puisque la Roca Team s'est elle aussi inclinée en Coupe d'Europe face au Fenerbahçe. Toujours invaincus à domicile, les Stambouliotes s'imposent 86-74. Mike James, pourtant très efficace avec 24 points et 5 rebonds, n'a pas pu mener ses coéquipiers vers la victoire pour cette 14e journée d'Euroleague. L'AS Monaco Basket retrouvera Gaston Médecin demain à 14h30 face à Roanne. Allez, on vous emmène découvrir le 2e spectacle du Monaco Dance Forum. Il s'agit d'une création, un ballet hip-hop par la compagnie du chorégraphe Hervé Koubi. Un spectacle retentissant de talent et d'émotion. Pour preuve, les artistes ont été salués par un tonnerre d'applaudissements. José Sacré, Alban Jean-Jambre et Clélia Renaud étaient parmi les spectateurs ébahis. À mi-chemin entre physicalité hip-hop et élévation classique, Sol Invictus, présenté en création mondiale au Monaco Dance Forum, est une déclaration d'amour à la danse, à son passé, à son présent, à son avenir. Interprété par 18 danseurs venus du monde entier, Sol Invictus est une œuvre lumineuse et généreuse à l'image de son chorégraphe Hervé Koubi. J'ai eu besoin d'un élan et j'avais simplement envie de faire une pièce pour la danse en elle-même et de ne plus prendre un prétexte pour pouvoir danser. C'est aussi simple que ça. C'est donc du coup une sorte de célébration du vivant par la danse et avec l'idée aussi que la danse rassemble. Je ne fais pas tant de distinction que ça entre la danse dite classique, le ballet,
et la danse hip-hop. Pourquoi? Il y a un endroit en fait très intéressant à travers les époques. Le ballet classique s'est nourri des danses populaires du 19e siècle pour une grande partie. Et je crois qu'un ballet du 21e siècle, qu'on le veuille ou pas, en tout cas serait bien conseillé d'aller puiser ces nouvelles sources d'inspiration sans oublier ses racines, son abécédaire, son lexique, son histoire, mais d'aller aussi regarder, emprunter, voler s'il le faut, transformer ces nouvelles danses dites populaires dont la danse hip-hop fait partie. Je pourrais vous dire une chose, c'est que certains danseurs, quand on regarde l'actualité, je vous assure, vous n'imaginez pas à quel point ces danseurs ne sont pas censés danser ensemble. Je m'en fais une spécialité à travers mes pièces et Sol Invictus n'en fait pas exception. Peut-être le courage de ne pas choisir un camp et de danser ensemble. C'est peut-être là le courage. Et voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce Sol Invictus. Allez, on reste dans le domaine de l'art, mais nous vous parlons de cinéma à présent. Carmen Jones sera diffusée ce dimanche à 11 h au Grimaldi Forum. Alors, on connaît bien sûr le fameux opéra de Carmen. Eh bien, Vincent Vatricant et Fabien Bonilla vont vous dévoiler les dessous de cette comédie musicale. Un film datant de 1954 avec, et c'était une première, des acteurs uniquement issus de la communauté afro-américaine. Messieurs, c'est à vous. Vincent Vatricant, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on s'attaque au film Carmen Jones de 1954 d'Otto Preminger. C'est un film musical dans le cadre du partenariat avec les ballets de Monte-Carlo. Absolument. Très ancien partenariat. Je ne sais pas, ça va plus de 10 ou 15 ans qu'on travaille avec les ballets, qui nous donne carte blanche chaque année pour les étonner en leur proposant une fenêtre, un film autour de la danse et le cinéma. On essaye chaque année de puiser dans des registres relativement différents. Là, c'est Carmen Jones. Donc, que peut-on dire peut-être de cette variante de la nouvelle de Prosper Mérimée, dont est issu l'opéra Carmen? Absolument. Mais ce qui m'intéressait, c'est de proposer peut-être la version... à mon sens, la plus réussie, mais pas forcément la plus connue. Oui. Y a des raisons pour ça. Déjà, c'est un cinéaste américain qui attaque un monument de l'opéra comique français, porté déjà plusieurs fois à l'écran. Et jamais comme ça. Mais jamais avec ça. La communauté afro-américaine. Voilà. Donc il faut le rappeler, c'est que il décide d'être fidèle à l'adaptation pour la scène d'Oscar Hammerstein, c'est-à-dire de ancrer la situation dans la communauté afro-américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le West Side Story de Roméo et Juliette? Pas faux. Ouais. C'est une variante de Carmen, donc, mais l'histoire n'est donc pas tout à fait pareille. Je pense notamment au final, lors d'un tournoi de boxe, il y a quand même des différences. C'est pas un nouveau Carmen. C'est une libre adaptation, mais ce qui, je veux dire, demeure, c'est la personnalité de Carmen. Oui, elle rayonne dans le film, l'actrice. Voilà, et il faut rendre à César et à Preminger quand même ce qu'on lui doit, c'est d'avoir réalisé un film, comment dire la chose, la danse est une chose dans le film présente, mais tout ce qui n'est pas dansé est dansé par la caméra. Preminger, qui est aussi un des cinéastes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, est connu pour être un cinéaste qui arrive à mettre en scène de manière extrêmement dynamique les séquences, y compris des séquences parlées où vous avez l'impression d'avoir vu un début de ballet. Et puis c'est un film qui est aussi, il faut le rappeler,
en couleur. Et c'est un cinéaste qui sait aussi très bien travailler les couleurs. Donc il y a aussi toute une réflexion sur les costumes et les couleurs qui, justement, distinguent les camps, etc. Et puis, évidemment, toutes les parures de Dorothy Dandridge sont roses pétants, etc. Voilà, il y a une science de la couleur dans ce film qui est absolument reconnaissable. Allons voir donc Carmen Jones. Merci Vincent. Merci Fabien. And I'm taboo, but if you're hard to get, I go for you. And if I do, then you are through, boy. My baby, that's the end of you. Merci encore à Fabien Bonilla pour cet entretien. Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et les messes catholiques le 24 et le 25 décembre seront elles aussi célébrées en principauté. Je vous informe d'ailleurs que la messe à la cathédrale le 25 décembre sera retransmise en direct sur Monaco Info. Plusieurs autres messes auront lieu les 24 et 25 décembre dans les lieux de culte de la Principauté, et ce, dans plusieurs langues. À Saint-Nicolas, une messe de Noël sera animée par les enfants le 24 décembre à 18 h. Et à Sainte-Dévote, le même jour, à la même heure, la messe sera accompagnée d'un conte de Noël fait là aussi par les enfants. Pour la 18e année, le Pen Club de Monaco a organisé ce vendredi soir sa cérémonie de remise des prix littéraires. 3 œuvres avec différents styles d'écriture ont ainsi été distinguées. Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à cette soirée. C'est à la Maison de France que le poète, essayiste, novelliste club de Monaco a récompensé 3 auteurs ce vendredi soir. 3 auteurs pour les prix 1000 mots Gérard Coman, le prix écriture théâtrale, tous deux remportés par des jeunes lycéens, et puis le grand prix Armand Lunel qui a suscité un vif intérêt. Le prix Lunel, chaque année, à peu près cette année, une quarantaine de nouvelles quand même. Donc il s'agissait de lire 40 nouvelles, donc de 20-25 pages, mais le tri se fait assez rapidement. Même si la qualité en général est au rendez-vous. Et cette année, ça a été assez rapide puisque l'unanimité s'est faite très très vite sur les étoiles filantes d'Alain Parodi. Ce prix Armand Lunel, créé en 2006, a donc été remporté cette année par Alain Parodi pour sa nouvelle Les étoiles filantes. Une nouvelle écrite selon le règlement en 65 000 signes, soit l'équivalent de 20 pages. Un exercice peu commun pour l'auteur habitué des concours. J'écris presque tous les jours et donc quand je suis lauréat d'un concours comme celui-ci, c'est un encouragement à continuer. Et à l'âge que j'ai, avoir un diplôme, je pensais que ça m'arriverait jamais, donc j'ai encore des diplômes. Et c'est le plaisir, puis la rencontre aussi des organisateurs. En règle générale, on rencontre toujours des gens extrêmement esquis, cultivés, on parle de littérature, de texte, ça fait un bien fou. Fidèle soutien du Pen Club depuis de nombreuses années, le ministre de l'Intérieur Patrice Cellario était cette année encore présent pour cette belle cérémonie. Tous les textes des lauréats ont été publiés dans la revue annuelle du Pen Club de Monaco. Direction à présent le Monte-Carlo Bay pour assister à un événement caritatif. Le Noël des animaux était organisé afin de lutter contre l'abandon, surtout en cette période de fête. Reportage Vanessa Dessy, Clélia Renaud et Jean-Alexandre Dordet. La période de Noël permet de pointer du doigt les achats compulsifs d'animaux de compagnie en guise de cadeaux de Noël. L'adoption d'un chat ou d'un chien doit être mûrement réfléchie afin d'éviter l'abandon, un message que souhaite véhiculer cet événement. Aujourd'hui, c'est une journée qui demande aux gens d'avoir peut-être une conscience un peu plus sensible à ce niveau. Et un être comme un animal, c'est un être vivant, c'est un être qui a aussi une sensibilité, qui s'attache à sa famille quand elle a une famille. Et c'est comme un enfant, en quelque sorte, et il faut s'en occuper. Si on a vraiment l'envie d'avoir un chien, il faut aussi avoir l'envie de le protéger et de le maintenir dans un état honorable, comme un enfant qu'on aurait adopté, par exemple. Créée par des bénévoles en 2015, cette association vient en aide aux animaux dans le besoin, pour la stérilisation des chats sauvages, les animaux blessés ou encore abandonnés.
Nous, on est beaucoup plus, par exemple, sur les chats. On travaille aussi avec les chiens, mais on n'a pas les structures qu'il faut. Donc, on travaille beaucoup avec des familles d'accueil. Donc les chats, c'est plus facile, on va dire, à placer dans des familles d'accueil. Donc on va répondre là aussi où il y a des abandons ou des personnes qui ne font pas le nécessaire et qui ont besoin, quand il y a un animal qui est accidenté, qui est tombé d'un balcon ou qui est retrouvé au bord d'une rivière. Voilà, on va prendre en charge tous les frais vétérinaires pour ces animaux-là. À l'image de la No Finish Line, une course contre l'abandon des animaux sera organisée fin décembre dans les rues de la Principauté. C'est peut-être le moment effectivement pour Noël, voilà, de faire un beau cadeau à la famille et d'aller adopter. Je vous en supplie, tous pensez à ces petits animaux, ils veulent seulement vous donner de l'amour. Oui, pensez à eux et surtout réfléchissez bien avant de vous lancer dans la grande aventure de l'adoption, le bien-être des animaux étant la priorité. En ce week-end de décembre, nous avons décidé de vous transporter dans la féerie des fêtes de fin d'année. Alexandra Pani, on vous retrouve dans un lieu emblématique à New York. Vous êtes en effet au pied du sapin le plus célèbre au monde. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Oui, n'ayons pas peur des mots, le sapin de Noël du Rockefeller Center doit être l'un des plus photographiés au monde. C'est une tradition vieille de plus de 90 ans. Le premier arbre à avoir été installé au pied de l'imposant building remonte à 1931. Ce sont les employés du Rockefeller Center qui se sont cotisés pour acheter ce premier sapin de Noël de 6 mètres de haut et l'ont décoré avec des guirlandes réalisées à la main par leur famille. En 1933, le Rockefeller Center décide donc d'établir la tradition annuelle de son Christmas tree et organise la première cérémonie d'éclairage des arbres. Au fil du temps, la tradition évolue un peu, les lumières et les étoiles changent, ainsi que la taille des arbres choisis. Mais visiter l'arbre reste une expérience incontournable de ces fêtes de fin d'année, aussi bien pour les touristes que pour les New-Yorkais. Concernant l'arbre sélectionné cette année, il vient du jardin de la famille McGinley dans l'état de New York, à Vestal précisément. C'est le chef jardinier du Rockefeller Center qui a pour mission chaque année de choisir à travers tout le pays le sapin qui saura le plus refléter l'esprit de Noël. Après avoir inspiré la joie pendant les fêtes, les arbres sont ensuite offerts à une association pour être recyclés dans la construction de maisons. Le sapin de cette année est arrivé le 11 novembre à Manhattan par convoi spécial pour laisser suffisamment de temps à la vingtaine d'ouvriers de le décorer. Il est âgé de plus de 80 ans et mesure 80 pieds de haut, soit plus de 24 mètres pour un poids de 12 tonnes. Il est recouvert de plus de 50 000 lumières LED multicolores, soit l'équivalent de 8 km de câbles. Je souhaite bien du courage à la personne qui devra ranger tout cela. L'étoile située tout en haut de l'arbre a été, elle, conçue par le designer Daniel Lipsing en 2018. Elle est composée de 3 millions de cristaux Swarovski et pèse plus de 400 kg. La cérémonie d'éclairage du sapin a eu lieu mercredi 29 novembre en présence de plusieurs célébrités, donc Kelly Clarkson ou encore Barry Manilow ou Cher. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Et juste en face de l'arbre de Noël du Rockefeller Center se trouve l'un des plus grands magasins de New York, le célèbre Saks sur la 5e avenue, où la féerie de Noël est aussi très importante. Chaque année, ce grand magasin propose au public un spectacle gratuit de son et lumière pendant les fêtes. Et pour 2023, c'est donc une collaboration avec la grande maison du luxe française Christian Dior qui nous plonge dans son carrousel de rêves. La façade s'illumine donc tous les jours à partir de 17 h pour dévoiler un jeu de lumière de 3 minutes à intervalles très réguliers jusqu'à minuit. L'ensemble des vitrines du grand magasin new-yorkais a également été décoré par la maison Dior pour l'occasion. On y retrouve les modèles phares de la collection ou des scènes de vie new-yorkaises. Si vous venez passer les fêtes de fin d'année par ici, vous avez jusqu'au 5 janvier pour découvrir ce spectacle féerique et jusqu'au 13 janvier pour le sapin de Noël du Rockefeller Center. Merci infiniment à vous Alexandra Pani pour ces informations et ces images magiques depuis New York, ça donne envie. Nous refermons ce journal avec vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa Dessy. Alors quel temps est prévu pour ce dimanche 17 décembre ?
Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil sera toujours présent en principauté pour cette fin de week-end. Les températures iront de 8 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 16h56 et nous fêterons les Gaëls. Hier, nous vous avons dévoilé dans ce journal de très beaux clichés du village de Noël de nuit. Et bien ce soir, nous vous emmenons au village des sports sur le port Hercule, mais de jour. Il vient, c'est vrai, tout juste d'ouvrir ses portes et vous allez le voir sur les photos de Stéphane Dana. De nombreux enfants se sont essayés aux activités ludiques sous un soleil radieux. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, évidemment, riche en actualité. En attendant, passez une très bonne soirée sur Monaco Info.